Bienvenue dans le monde cotonneux des antidépresseurs. Je suis le docteur Igor Thirier, psychiatre et praticien hospitalier. Ce cours a été conçu pour de jeunes internes en psychiatrie, mais il peut aussi constituer une base de connaissances pour un public plus large. Ces médicaments sont utilisés depuis les années 50, initialement pour contrôler les symptômes dépressifs et en prévenir les éventuelles complications. Leurs indications sont aujourd'hui beaucoup plus larges et prennent notamment en compte les troubles anxieux, le trouble obsessionnel compulsif et bien d'autres encore. Mon approche sera principalement chronologique et grossièrement divisée en 4 parties. La première s'attardera sur ce qui était utilisé avant l'apparition des antidépresseurs jusqu'à la découverte des premiers d'entre eux. La deuxième sera consacrée à cette première génération d'antidépresseurs et aux différentes théories qui ont été échafaudées pour expliquer leurs effets. Dans la troisième partie, je passerai en revue la seconde génération d'antidépresseurs qui sont sortis ultérieurement et je les passerai en revue. Enfin, la quatrième partie concernera les recommandations pratiques de prescription hors troubles bipolaires. Accrochez-vous bien, c'est parti. Alors, pour commencer, voici les questions auxquelles j'essaierai de répondre dans la première partie historique. Comment la dépression était-elle traitée avant la découverte des antidépresseurs? Quel est le premier antidépresseur officiel? Comment ont été découverts les IMAO? Comment ont été découverts les tricycliques? Pourquoi un tel succès? Quelles en sont les limites? Quelle classe a remporté la victoire? Et pourquoi? La prise en charge de la dépression avant les antidépresseurs était généralement adaptée à la présentation clinique de celle-ci, puisque, comme nous le verrons ultérieurement, toutes les dépressions ne se ressemblent pas. Nous avions donc tendance à sédater, voire endormir une partie des patients, probablement pour les dépressions les plus nerveuses entre guillemets. Les substances alors utilisées ont logiquement évolué avec le temps, mais pour un résultat qui demeurait à la fois peu efficace et dangereux. Une autre partie de ces patients déprimés, probablement les plus ramollis toujours entre guillemets, étaient au contraire stimulés avec des substances non moins dangereuses et souvent addictogènes. Enfin, la provocation de convulsions par l'électricité est arrivée dans les années 40, certes efficace mais qui n'empêchait pas les gens de rechuter. Les efforts de recherche s'orientent donc dans un premier temps vers les stimulants au début du siècle dernier. Nous avions déjà à disposition l'adrénaline et la cocaïne, mais ces substances, outre leur toxicité évidente, se dégradent dans l'estomac, ce qui les rend inefficaces par voie orale. L'éphédrine avait été isolée vers la fin du siècle précédent à partir d'une plante utilisée en médecine chinoise depuis des lustres, mais dont la rareté rendait son étude difficile à grande échelle. Cette substance est enfin synthétisée dans les années 20, ce qui permet donc de l'étudier et d'en dégager 3 principales actions qui sont les propriétés des amphétamines. Elle est commercialisée dans les années 30 sous le nom de benzédrine, initialement avec une indication de bronchodilatateur, mais plusieurs autres indications non officielles vont se développer avec le temps. Outre donc son utilisation comme bronchodilatateur et comme décongestionnant, la benzédrine restera le seul antidépresseur officiel jusqu'aux années 50. Elle est aussi largement utilisée comme dopant dans tout un tas de domaines, jusqu'à ce que son utilisation soit de plus en plus contrôlée, voire interdite. Des dérivés voient le jour dans les décennies ultérieures, dont les propriétés sont plus ou moins atténuées et sélectives. Nous avons certaines substances récréatives, le fameux Mediator détourné de son indication initiale comme amaigrissant, le méthylphénidate, qui est le traitement officiel du TDAH, des médicaments décongestionnants à base de pseudoéphédrine ou encore le bupropion, utilisé comme antidépresseur dans certains pays et comme aide au sevrage tabagique chez nous. Cette grande classe de psychostimulants est caractérisée par la difficulté d'établir clairement et durablement une frontière entre médicaments et stupéfiants. La toxicité et l'utilisation détournée de beaucoup de ces substances imposent en effet des mesures de précaution par rapport à leur prescription, ce qui n'est pas sans susciter une certaine méfiance, voire une diabolisation de certains médicaments, comme le méthylphénidate par exemple. Mais revenons dans les années 50, une décennie très riche sur le plan des découvertes en pharmacopsychiatrie. Après avoir mis sur le marché un antituberculeux dérivé de l'isoniazide, on constate, outre qu'il n'est pas très efficace sur la tuberculose, qu'il provoque des effets secondaires psychostimulants chez certains patients.
C'est en étudiant l'effet de ces substances, l'iproniazide, en psychiatrie, que Nathan Kline va constater qu'il tient là un médicament efficace sur la dépression, dont les effets semblent contraires à ceux des neuroleptiques. À peine un an après la publication de ses travaux, plusieurs centaines de milliers de patients sont déjà traités dans le monde avec ce qui est le premier IMAO, un inhibiteur de la monoamine oxydase. À la même époque, Roland Kuhn travaille sur les neuroleptiques, mais la chlorpromazine, le Largactil, est devenue trop chère. Il demande donc à un laboratoire concurrent de lui fournir une molécule assez proche, l'imipramine. Il constate d'une part que ce qu'il croit être un neuroleptique n'est pas un neuroleptique très efficace, mais que d'autre part, cette imipramine fait du bien aux patients déprimés. Il publie les résultats très encourageants de ses études la même année que Nathan Kline et avec un retentissement similaire. Il s'agit là du premier antidépresseur tricyclique. Voici les questions auxquelles j'essaierai de répondre dans cette deuxième partie. Comment différencier déprime et dépression? Quelle différence entre humeur et émotion? Quelles monoamines sont les plus impliquées dans la dépression? Qu'est-ce que l'hypothèse monoaminergique de la dépression? Quelles en sont les limites? Quelle monoamine a remporté la victoire? Et pourquoi? Alors, ce petit schéma représente une connexion entre deux neurones, la synapse, avec ce fameux espace synaptique dans lequel circulent trois monoamines qui vont nous intéresser. La dopamine en rouge, la noradrénaline en violet et la sérotonine en bleu. Ces monoamines transmettent l'influx nerveux d'un neurone à l'autre en étant libérés par le neurone d'amont et en allant se fixer sur des récepteurs postsynaptiques du neurone d'aval. La présence de ces monoamines dans l'espace synaptique est aussi régulée, d'un côté par la monoamine oxydase qui les dégrade, de l'autre par des protéines membranaires grâce auxquelles ces monoamines sont recapturées dans le neurone d'amont. Les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase, vont, comme leur nom l'indique, inhiber l'enzyme qui dégrade les monoamines. Les tricycliques, eux, vont aller empêcher la recapture de ces monoamines en se fixant sur les récepteurs des protéines concernées. Ces deux mécanismes aboutissent grossièrement au même résultat, à savoir augmenter la concentration des monoamines dans l'espace synaptique. Ça, c'est ce que l'on sait. Pour le reste, nous en sommes encore à des hypothèses plus ou moins solides. Pour information, la cocaïne agit également comme un inhibiteur de recapture, mais sur les trois monoamines, ce qui n'est pas le cas des tricycliques. Les amphétamines également, mais pas seulement. Elles favorisent également par une action présynaptique la libération des monoamines par le neurone d'amont, et dans une moindre mesure inhibent également la monoamine oxydase. Alors, à partir de là, plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer les effets antidépresseurs des IMAO et des tricycliques. Dans un premier temps, on a postulé que la dépression provenait d'un déficit plus ou moins global en monoamine, notamment dans l'espace synaptique. Ceci expliquait d'un côté pourquoi les substances qui avaient tendance à augmenter leur concentration dans cet espace avaient un effet antidépresseur, de l'autre pourquoi des molécules dont l'action était opposée avaient un effet dépressogène. Cette hypothèse n'a cependant jamais pu être confirmée et n'explique notamment pas pourquoi il y a un délai d'action avec les antidépresseurs. Dans un second temps, on a évoqué la possibilité que les antidépresseurs désensibilisent les récepteurs postsynaptiques et viennent donc compenser leur sensibilisation causée par le déficit en monoamine. C'est très compliqué à concevoir sans un schéma, mais ne vous inquiétez pas, ce schéma arrive. Là encore, cette hypothèse n'est aujourd'hui pas assez suffisamment étayée. Enfin, la troisième et dernière hypothèse en date est celle comme quoi la dépression serait associée à des problèmes dans l'expression de certains gènes en rapport avec ces mêmes récepteurs. Alors, voici donc le même schéma que tout à l'heure. On y retrouve les monoamines dans l'espace synaptique, les récepteurs postsynaptiques et une flèche qui représente la transmission de l'influx nerveux. Gardez à l'esprit que tout cela est très approximatif. Dans la seconde hypothèse dont je vous parlais, nous partions encore sur l'idée que la dépression provient d'un déficit en monoamine dans l'espace synaptique, ce qui conduit à diminuer la transmission de l'influx nerveux dans les deux sens, la transmission vers le neurone d'aval, mais aussi la recapture présynaptique. En réaction à cette pénurie, de nouveaux récepteurs apparaissent des deux côtés. Les anglo-saxons parlent de upregulation. Ces récepteurs sont également sensibilisés car ni le neurone d'aval ni celui d'amont ne captent suffisamment de sérotonine. Mais la transmission reste faible du fait de cette pénurie persistante en monoamine.
L'instauration d'un traitement inhibiteur de la recapture va alors saturer ces récepteurs présynaptiques et aussi envoyer un signal comme quoi la recapture de monoamine augmente de façon drastique. Le nombre de récepteurs présynaptiques est donc revu à la baisse. Pour ceux qui suivent toujours, on parle alors de down-regulation. Cette illusion de recapture excessive entraîne également leur désensibilisation, le neurone présynaptique ne pouvant plus compenser par la recapture les monoamines qu'il va libérer. Il est désinhibé. Et la concentration synaptique en monoamine augmente. Mais tout ce processus prend du temps, ce qui expliquerait le délai d'action des antidépresseurs. Le même phénomène va se produire sur le neurone d'aval. Le surcroît de monoamine dans la synapse va conduire à saturer les récepteurs postsynaptiques et donc à diminuer le nombre de récepteurs postsynaptiques, à les désensibiliser et conduire à trouver une sorte de nouvel équilibre que l'on espère similaire à celui qui était antérieur à la dépression. Comme je le disais, cette hypothèse, aussi brillante soit-elle, n'a toujours pas été vraiment confirmée. Les théories ultérieures explorent des pistes plus profondes qui seraient liées à l'expression de certains gènes. La dépression partirait ainsi d'un ou de plusieurs stress non compensés qui conduiraient à des modifications dans la production et la libération de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones, mais aussi de certaines protéines comme le BDNF, que l'on peut considérer comme une sorte d'engrais pour neurones. Tout cela favoriserait l'atrophie, puis l'apoptose de neurones et conduirait aux manifestations de la dépression. Toutes ces étapes étant potentiellement favorisées ou aggravées par des gènes de vulnérabilité. Les antidépresseurs agiraient alors, selon cette hypothèse, directement au niveau des gènes en augmentant la synthèse, l'expression ou l'action de ce fameux BDNF, ce qui aboutirait à favoriser la neurogénèse et la synaptogénèse. Mais revenons à des choses un peu plus concrètes, les effets secondaires de ces trois classes d'antidépresseurs. À l'époque, on a du côté des amphétamines les risques les plus importants, qu'ils soient cardiovasculaires, neurologiques ou psychiatriques, sans parler du potentiel addictogène de ces substances. Du côté des IMAO, les principaux problèmes sont liés à des interactions avec des médicaments qui agissent sur les transmissions noradrénergiques ou sérotoninergiques, mais aussi avec les aliments qui contiennent de la tyramine. Ceci imposait d'ailleurs pour les premières molécules un régime à respecter. Enfin, les tricycliques sont, souvenez-vous, très proches de la chlorpromazine. On retrouve donc des effets secondaires similaires à ceux des neuroleptiques sédatifs, en dehors des effets extrapyramidaux bien sûr. À cela, il faut rajouter le blocage des canaux sodiques, qui peut être fatal en cas d'intoxication. Les efforts de recherche pour développer de nouvelles molécules se sont dirigés principalement vers les tricycliques, que l'on a cherché à rendre de plus en plus sélectifs dans leur mécanisme de recapture, notamment dans l'idée de les débarrasser de leurs effets secondaires. Mais avant d'aborder la seconde génération d'antidépresseurs, essayons de caractériser un peu mieux la dépression, puisque cette démarche clinique permettra de mieux choisir la molécule à prescrire. La dépression est caractérisée d'un côté par un surcroît d'affects négatifs. Il y a bien sûr la tristesse, mais également tout un tas d'émotions et de sentiments considérés comme négatifs, qui en deviennent profondément douloureux. Elles peuvent être associées à des modifications d'appétit, de poids et à des idées noires ou suicidaires. De l'autre côté de la dépression, on trouve une atténuation plus ou moins importante des affects positifs, de la volonté, ainsi que de certaines fonctions exécutives, tout cela étant volontiers associé à une fatigue plus ou moins prononcée. J'ai positionné à part le reste des symptômes qui sont plus difficiles à départager selon ces deux catégories. Il est alors nécessaire de savoir comment vont agir les trois monoamines sur ces deux catégories de symptômes: la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Libérer la transmission de dopamine aura tendance à restituer globalement des affects, qu'ils soient positifs ou négatifs, tandis que libérer la transmission de sérotonine aura tendance à les amortir. On conçoit ainsi qu'agir sur la dopamine permettra d'améliorer la catégorie des symptômes rouges, mais pourra éventuellement aggraver la catégorie bleue. De l'autre,
Agir sur la sérotonine permettra d'améliorer la catégorie de symptômes bleus, mais pourra également aggraver la catégorie rouge. L'action sur la noradrénaline permet d'obtenir un résultat intermédiaire, mais globalement plus efficace sur les symptômes de la catégorie rouge. Le reste des symptômes sont globalement améliorés, mais de façon beaucoup moins spécifique en fonction de la monoamine concernée. Voilà, ces conceptions ont beau être assez approximatives, elles ont un intérêt capital en pratique. Voici les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette troisième partie. Quels sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine? Que signifie sélectif? Quels sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline? Sont-ils plus efficaces que les ISRS? Les neuroleptiques sont-ils antidépresseurs? Les neuroleptiques sont-ils régulateurs d'humeur? Et les tricycliques et IMAO sont-ils dépassés? Alors, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont-ils vraiment sélectifs? Il faut tout d'abord savoir que les molécules de cette catégorie sont considérées comme les premiers médicaments ayant été conçus de façon rationnelle, avec deux objectifs précis. D'un côté, conserver le mécanisme que l'on pensait être le plus thérapeutique chez les tricycliques, à savoir l'inhibition de la recapture de la sérotonine. De l'autre, essayer de supprimer les effets indésirables de ces mêmes tricycliques. Eh bien, le résultat est à considérer comme satisfaisant. Le premier objectif peut être considéré comme atteint, puisque l'efficacité de ces molécules est globalement similaire à celle des tricycliques. Le second est également atteint, puisque la tolérance est bien meilleure, mais attention, cela ne signifie ni qu'il n'y a aucun effet secondaire, ni que ces molécules sont parfaitement sélectives. Le succès des ISRS a donc été massif si l'on en croit l'extension impressionnante des prescriptions d'antidépresseurs à partir des années 80 et les nouvelles indications qui sont apparues. Comme souvent, un tel succès s'accompagne de tendances assez fréquentes à voir ces médicaments d'un côté banalisés, de l'autre diabolisés. Commençons donc ce tour d'horizon avec la fluoxétine, qui n'est pas le premier ISRS à être sorti en France, mais qui reste probablement le plus célèbre dans le monde. Outre son action inhibitrice sur la recapture de la sérotonine, son profil est marqué par une désinhibition de la libération de dopamine, ce qui le rend le plus stimulant parmi les ISRS. C'est donc un médicament à recommander dans les cas de réduction importante des affects positifs, d'asthénie, d'hypersomnie et de ralentissement. En revanche, mieux vaut éviter de l'utiliser ou alors avec grande prudence dans les dépressions très nerveuses, entre guillemets, notamment en cas d'anxiété, d'irritabilité ou d'insomnie marquée. Sa longue demi-vie permet généralement un sevrage plus facile qu'avec d'autres molécules, ceci au point qu'il est souvent utilisé en relais d'une molécule pour laquelle les symptômes de sevrage sont trop difficiles à supporter. Il s'agit enfin du seul ISRS pour lequel il existe une indication officielle pour le traitement de la boulimie. La sertraline est une molécule commercialisée plus récemment et qui bénéficie de larges indications, notamment vis-à-vis des troubles anxieux. Son profil est aussi à considérer comme stimulant, mais relativement moins que la fluoxétine. Ceci dit, mes conseils d'utilisation seront sensiblement les mêmes. Il est parfois utilisé en association avec le bupropion dans des contrées où ce dernier est considéré comme un antidépresseur. Pour rappel, en France, il n'est indiqué que pour l'aide au sevrage tabagique. Ceci constituant alors l'une des combinaisons les plus stimulantes. La sertraline est aussi l'un des ISRS qui provoque le plus d'effets secondaires digestifs. Je parle ici des nausées et autres troubles du transit. La molécule suivante est la paroxétine qui bénéficie également d'indications officielles très larges. Contrairement aux deux premiers, son profil est le plus apaisant parmi les ISRS. Elle est donc à réserver aux dépressions accompagnées d'émotions douloureuses d'insomnie plutôt que lorsque ces mêmes émotions sont trop anesthésiées. Il n'est pas étonnant de constater que la paroxétine est également l'ISRS qui a le plus d'effets négatifs sur la libido, une libido souvent déjà bien éteinte par la dépression. C'est également une molécule qui a des effets anticholinergiques et qui peut donc provoquer ou aggraver, si vous vous souvenez bien entre autres, une sécheresse des muqueuses, une constipation et des troubles de l'accommodation visuelle. Enfin, c'est également l'ISRS qui a la demi-vie la plus courte, ce qui implique des symptômes de sevrage généralement plus rapides et plus forts lors de la diminution ou de l'interruption du traitement. Dans ces situations où le sevrage est particulièrement difficile, il est possible de recourir à la solution buvable,
pour diminuer encore plus progressivement, ou alors de passer à une molécule plus facile à interrompre. La fluvoxamine est largement la moins utilisée au sein des ISRS. Elle est sortie avant la fluoxétine, dont le succès l'a probablement un peu occultée. Elle a par ailleurs été beaucoup moins étudiée au plan international et ne possède notamment pas d'indication pour la dépression aux États-Unis. Sa courte demi-vie impose souvent de procéder à 2 prises par jour, ce qui n'est pas très confortable. Enfin, les risques d'interaction médicamenteuse problématiques ne jouent pas en sa faveur. Son profil est considéré comme plutôt calmant, même si moins que la paroxétine. Son action inhibitrice sur 2 cytochromes peut certes provoquer quelques soucis, mais elle est parfois recherchée, notamment pour augmenter les taux de clozapine chez des patients pour lesquels on considère que c'est souhaitable. Le citalopram est caractérisé par une action distincte de ces 2 énantiomères, c'est-à-dire 2 formes de la molécule qui n'ont pas exactement le même effet. Si les 2 énantiomères inhibent la recapture de la sérotonine, l'énantiomère R apporte également un antagonisme des récepteurs à l'histamine H1, ce qui donne au citalopram un léger effet sédatif. Le profil de cette molécule est donc plutôt apaisant. Les conseils d'utilisation rejoignent donc ceux des 2 molécules précédemment survolées. La découverte d'un risque de trouble du rythme cardiaque a incité les autorités de santé à contre-indiquer l'association de ce citalopram avec d'autres molécules dont le risque est similaire. Ceci a fortement limité les prescriptions. L'escitalopram correspond à un seul énantiomère du citalopram, le S, celui qui ne donne pas d'effet antihistaminique. Ceci conduit à faire de cet ISRS le plus neutre. Ni très stimulant ni particulièrement calmant, il convient a priori à la plupart des cas et reste considéré comme l'ISRS le mieux toléré. Cependant, bien qu'il soit a priori dénué d'action antihistaminique et que les risques de troubles du rythme cardiaque soient moindres qu'avec le citalopram, les contre-indications restent les mêmes, ce qui limite grandement son utilisation. Après avoir conçu des molécules en recherchant prioritairement une inhibition de la recapture de la sérotonine, d'autres ont été développées dans l'idée d'obtenir également une inhibition de la recapture de la noradrénaline. En rajoutant un autre mécanisme supposé thérapeutique, on pouvait donc s'attendre à davantage d'efficacité, ainsi qu'à une action sur les douleurs, notamment neuropathiques, qui caractérisent certains tricycliques ayant une action inhibitrice sur la recapture de la noradrénaline. Au final, le résultat est mitigé. D'un côté, l'efficacité sur la dépression n'est pas supérieure à celle des ISRS. De l'autre, de nouveaux effets secondaires apparaissent en conséquence de cette action sur la transmission de la noradrénaline. Le premier de ces IRSN à être sorti chez nous est la venlafaxine, dont le profil dépend de la dose journalière. À des doses considérées comme faibles, c'est l'inhibition de la recapture de la sérotonine qui prédomine, avec un profil plutôt apaisant. À des doses plus élevées, l'inhibition de la recapture de l'adrénaline provoque également celle de la dopamine, ce qui confère à la venlafaxine une action psychostimulante. Il est donc essentiel d'adapter la dose à la symptomatologie dépressive du patient concerné. 2 problèmes sont cependant à prendre en compte. Le premier est l'apparition fréquente de symptômes cardiovasculaires, généralement dose-dépendants. Des palpitations, une tachycardie, de l'hypertension artérielle, mais aussi parfois de l'hypotension. Le second est l'apparition tout aussi fréquente d'un syndrome de sevrage, y compris si la diminution est très progressive. Celui-ci est particulièrement marqué, difficile à supporter et peut durer longtemps, parfois très longtemps. Le fait que ce médicament ne soit disponible qu'en gélule et non en comprimé sécable ne facilite pas les choses. Ces difficultés impliquent parfois la nécessité de remplacer la venlafaxine par un médicament plus facile à interrompre, comme la fluoxétine. La duloxétine est arrivée au XXIe siècle avec des promesses, toujours des promesses, notamment celle d'agir sur les douleurs neuropathiques, enfin officiellement celle liée au diabète. Cette molécule n'est ni moins ni plus efficace que les autres sur la dépression, et son profil est à considérer comme plutôt stimulant, ce quelle que soit la dose employée. Outre quelques problèmes hépatiques et d'interaction pour lesquels cette molécule est toujours surveillée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, il faut tout de même savoir que la duloxétine est l'un des seuls antidépresseurs en France avec lequel on a de bonnes chances de ne pas prendre de poids, voire d'en perdre. Enfin, le milnacipran est le moins connu et le moins prescrit des IRSN.
Son profil est globalement similaire à celui de la duloxétine et sa tolérance similaire à celle des deux molécules précédentes. Du fait d'une demi-vie courte, il faut souvent recourir à 2 prises journalières, ce qui n'est pas pratique pour tout le monde. Il existe évidemment d'autres antidépresseurs qui n'agissent pas forcément tous directement sur la sérotonine et pas forcément par une inhibition de la recapture. Certains d'entre eux sont classés comme des antidépresseurs, d'autres sont rangés dans d'autres catégories mais possèdent une action que l'on peut considérer dans certaines conditions comme antidépressive. Il peut s'agir notamment de psychostimulants ou de neuroleptiques. Commençons avec le bupropion, utilisé officiellement dans certains pays comme antidépresseur, mais en France uniquement dans le cadre du sevrage tabagique. Il inhibe à la fois la recapture de la noradrénaline et celle de la dopamine, ce qui en fait l'un des antidépresseurs les plus stimulants. En l'absence d'action directe sur la sérotonine, il ne perturbe pas la libido comme peuvent le faire les différents ISRS ou IRSN. Comme je le disais auparavant, il est régulièrement associé à la sertraline comme potentialisateur, mais également pour corriger ses fameux effets secondaires sexuels. Attention tout de même au risque associé à la prise de ce traitement qui est toujours sous surveillance de l'Agence nationale de sécurité du médicament. La gomélatine est l'une des molécules à être sortie le plus récemment, si tant est que l'on puisse considérer 2009 comme récent. À une désinhibition de noradrénaline et de dopamine était associée une promesse de resynchroniser le rythme circadien via une action agoniste sur les récepteurs mélatoninergiques. Outre ce profil atypique, ce médicament a dévoilé une tolérance assez atypique. Du côté positif, il est globalement dépourvu d'effets secondaires sérotoninergiques, notamment sexuels. En revanche, le risque d'hépatotoxicité impose une surveillance stricte du bilan hépatique. Ceci ajouté à la mauvaise réputation de Servier, mais également à une efficacité qui a été revue à la baisse, de même que le remboursement Sécu, le relègue à un médicament de 2e, voire de 3e intention. Il peut également être considéré comme un potentialisateur d'ISRS. La mirtazapine fait partie des antidépresseurs les plus régulièrement prescrits derrière les inhibiteurs de recapture. Son profil est assez complexe et associe d'un côté une désinhibition de la noradrénaline et de la sérotonine, ce que l'on peut traduire métaphoriquement par une section du câble du frein noradrénergique, et un appui sur l'accélérateur sérotoninergique. De l'autre, une désinhibition de la noradrénaline et de la dopamine. Du fait d'une action antagoniste sur les récepteurs histaminergiques H1, il s'agit probablement de l'antidépresseur le plus sédatif et du plus pourvoyeur de prise de poids. Il est donc souvent indispensable de le prendre au coucher, mais cela n'empêchera pas forcément une sédation diurne de survenir. Cette action pharmacologique, qui diffère des inhibiteurs de recapture, permet une association synergique avec ces derniers. Son association à la valenfaxine, surnommée kérosène de fusée californien, est considérée comme l'un des plus puissants cocktails antidépresseurs disponibles. Dans le cadre d'une monothérapie, sa bonne tolérance digestive et sexuelle est souvent mise en avant. Mais encore faut-il ne pas trop dormir pour en profiter. La miancérine est une sorte de mirtazapine à laquelle on aurait ôté l'appui sur l'accélérateur de sérotonine et ajouté un effet hypotenseur supplémentaire. Son profil est donc à considérer comme similaire à celui de la mirtazapine, ce qui rend son utilisation préférentielle dans les dépressions très émotives avec difficulté de sommeil. On le voit d'ailleurs souvent prescrit uniquement pour des troubles du sommeil, notamment chez les personnes âgées ou dans d'autres situations où il est préférable d'éviter les benzodiazépines. Cette miancérine a aussi l'avantage de pouvoir être dosée plus finement que la mirtazapine, ce qui n'est pas du luxe compte tenu des effets négatifs marqués de ces deux molécules. La buspirone est une molécule un peu à part que l'on peut considérer à mi-chemin entre un anxiolytique et un antidépresseur. En monothérapie, c'est officiellement un anxiolytique, mais dont l'effet arrive à retardement, comme avec les antidépresseurs. Prescrit avec un antidépresseur, il est censé potentialiser ce dernier, même si les données disponibles à ce niveau ne sont pas forcément très convaincantes. Il s'agit donc d'une alternative possible à une prescription de benzodiazépine, si tant est que ça fonctionne et que l'on soit prêt à respecter les 2 ou 3 prises journalières. La tianeptine est un antidépresseur très mystérieux. Il a longtemps été moqué par beaucoup de prescripteurs qu'il considéraient comme une sorte de placebo, et il est aujourd'hui officiellement considéré comme un stupéfiant.
Son efficacité en tant qu'antidépresseur reste tout à fait respectable si l'on est prêt à se plier à la réglementation des stupéfiants et à respecter plusieurs prises journalières du fait d'une demi-vie très courte. La vortioxétine est le dernier antidépresseur officiel à être sorti en France. Ses multiples actions pharmacologiques ont été vantées et il a été vendu comme un modulateur plus ou moins stimulateur de sérotonine. Son nom commercial est une sorte de jeu de mots en rapport avec de prétendus effets procognitifs, Bring-Telix, pourvoyeur d'intelligence. En pratique, il est à considérer comme un ISRS de plus, ni mieux ni moins bien que les autres. Son profil est assez neutre, peu sédatif mais pas franchement stimulant, et ses effets secondaires digestifs sont à peu près superposables à ceux de la sertraline. Les nausées ne sont pas rares. Alors, les neuroleptiques sont-ils antidépresseurs? Voici un tableau qui recoupe les neuroleptiques les plus fréquemment utilisés dans la dépression et la présence de mécanismes pharmacologiques considérés comme antidépresseurs. La première observation à faire est que les neuroleptiques les plus antidépresseurs sont aussi les moins dépressogènes. Ça peut paraître évident, dit et écrit comme ça, mais il est toujours important de l'avoir en tête. Deuxième observation, qui suit logiquement la première, il s'agit également des neuroleptiques qui freinent le moins la transmission dopaminergique. Vous ne voyez pas ici d'allopéridol ou même de risperidone. Il s'agit donc des molécules les plus atypiques, celles dont l'antagonisme des récepteurs D2 est le plus atténué, par tout un tas de mécanismes correcteurs. Vous noterez également que pour au moins 2 d'entre eux, cette action antidépressive peut survenir au prix d'une sédation certaine, et nous savons bien que la somnolence ou l'hypersomnie ne font pas toujours bon ménage avec la dépression. D'où l'importance de ne pas y aller trop fort, si vous voyez ce que je veux dire, et surtout de réévaluer très régulièrement la tolérance du traitement. Dans cette dernière partie, je chercherai à répondre aux questions suivantes. Quelle est la différence entre une réponse et une rémission? Quels sont les symptômes dépressifs résiduels les plus fréquents? Les antidépresseurs sont-ils indiqués dans la dépression d'intensité modérée? Quelle classe choisir en première intention? Faut-il privilégier la substitution ou la potentialisation? Combien de temps le traitement doit-il être maintenu? Et qu'est-ce que le rétablissement? Des recommandations, il y en a beaucoup. Rien qu'en ne considérant que les officielles, nous avons entre autres celle de la HAS en France, celle de l'APA aux États-Unis, du NICE en Grande-Bretagne, du CANMAT au Canada, ou encore celle de l'Association britannique de pharmacologie, à nouveau en Angleterre. Bref, j'ai tenté de me limiter à ce que ces recommandations ont en commun, à une sorte de socle de base et de bon sens. Je précise par ailleurs que je ne prendrai pas en compte les dépressions qui surviennent dans le cadre d'un trouble bipolaire. Alors, en première intention, et en cas de dépression modérée à sévère, puisque ce sont ces formes-là pour lesquelles un antidépresseur est indiqué, il est généralement conseillé de recourir aux ISRS puisque ce sont les molécules la plupart du temps les mieux tolérées. Comme détaillé auparavant, si prédomine une augmentation des affects négatifs, on choisira préférentiellement la paroxétine ou l'escitalopram dont le profil reste neutre. Si prédomine une diminution des affects positifs, on optera plutôt pour une molécule stimulante comme la fluoxétine ou la sertraline, ou encore à nouveau l'escitalopram. La présence de caractéristiques psychotiques associées à la dépression peut justifier l'association d'un antipsychotique. Il ne faut jamais oublier que les antidépresseurs ne sont pas les seuls traitements efficaces de la dépression, qu'il existe notamment des psychothérapies et l'électroconvulsivothérapie dont les indications sont cependant très spécifiques. Et ils ne font pas non plus oublier que cette règle de l'ISRS en première intention ne doit pas outrepasser les données spécifiques à chaque patient, notamment ses préférences qui peuvent être liées à de précédentes expériences avec ces médicaments. La rémission correspond à une absence de symptômes résiduels. On l'obtient globalement chez 1 patient sur 3 après un traitement bien conduit et on y parvient chez 2 patients sur 3 au bout du 4e traitement tenté. 2 conclusions. D'une, les antidépresseurs ne sont pas miraculeux, et de 2, il ne faut pas se décourager si une molécule est inefficace. On parle de rétablissement, et je précise bien dans le domaine de la dépression, lorsque cette rémission dure au moins 6 mois. Si un nouvel épisode dépressif survient avant ces 6 mois, il s'agira d'une rechute.
S'il survient après le rétablissement, on parlera d'une récidive. Pour ce qui est de la durée recommandée d'un traitement, la plupart s'accordent sur 6 mois à 1 an pour un premier épisode. Et à partir du 3e épisode, il est généralement conseillé de poursuivre le traitement indéfiniment. Il semble en effet aujourd'hui assez clair que ce taux de rechute ou de récidive diminue beaucoup lorsque le traitement antidépresseur n'est pas interrompu. Mais à nouveau, ce sont des règles générales qui doivent être affinées au contact de chaque patient. Une non-réponse à un traitement correspond à la persistance d'au moins 50% des symptômes dépressifs. Un tiers des patients sont concernés après un traitement bien conduit. Dans ce cas de figure, il est généralement conseillé de privilégier la substitution, à savoir remplacer le traitement par un autre. Plusieurs options sont conseillées. Si un seul ISRS s'est montré insuffisamment efficace, il est encore trop tôt pour considérer que cette classe est à mettre de côté. Je vous rappelle que ces ISRS sont assez différents les uns des autres et il n'est pas rare d'observer des effets tout aussi différents sur une même personne. Lorsque 2 ISRS se montrent insuffisamment efficaces, il est souvent recommandé de passer à la classe des IRSN, avant d'essayer des neuroleptiques plus sédatifs et donc moins bien tolérés. Ceci sans oublier bien sûr les molécules de 3e zone en fonction de la situation. La potentialisation, qui consiste à ajouter un autre médicament ralentidépresseur, est dans ce cas de figure moins conseillée. Elle peut consister à ajouter un neuroleptique, à faible dose bien évidemment, ou alors un autre antidépresseur dont l'action est synergique, ou alors du lithium ou un autre régulateur de l'humeur comme la lamotrigine. Tout ceci sans oublier qu'une psychothérapie peut aussi être un excellent potentialisateur de médicaments antidépresseurs. En cas de réponse, ce qui correspond à la disparition de plus de 50% des symptômes, on considère généralement que c'est insuffisant. Et oui, l'objectif aussi ambitieux soit-il est la rémission, car la persistance de symptômes est associée à un plus mauvais pronostic sur le long terme. À ce titre, les symptômes résiduels les plus fréquents sont l'asthénie, les troubles du sommeil et de la concentration. La première question à se poser dans ce cas est: ces symptômes sont-ils vraiment ceux de la dépression ou plutôt des effets secondaires des médicaments prescrits? Il est souvent très compliqué de faire la part des choses en pratique, d'où l'intérêt de surveiller attentivement leur chronologie d'apparition puisque c'est le meilleur moyen de répondre à cette question. Alors, ce qui est la plupart du temps conseillé en cas de réponse et en fonction de la situation, c'est d'attendre encore un peu si cela est possible, de privilégier cette fois plutôt la potentialisation, du moins si le médicament est bien toléré. Dans le cas contraire, c'est la substitution qu'il faut préférer. Voici les principales sources avec lesquelles j'ai élaboré ce cours. Vous y trouverez des sites internet, une revue indépendante et des bouquins. Voici les recommandations auxquelles je me suis intéressé. Vous pouvez les trouver très facilement sur internet. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. À la prochaine.